Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'actualité de ce mardi reste dominée par la reprise des cours au lycée technique 5 février 1979. Pendant ce temps, au parquet de Brazzaville, l'audience de ce mardi a été basée sur l'instruction des personnes impliquées dans l'affaire de troubles dans ce lycée. Enfin, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a ouvert ce mardi l'atelier de relecture, de mise à jour et de validation du cahier de charges pour la dématérialisation et la digitalisation des processus de passation de marché. Voilà tout pour le sommaire. Merci de choisir DIR TV pour vous informer. À la une, ce mardi, les cours ont repris ce 20 février à 7 heures précises au lycée technique industriel et commercial 5 février 1979. Depuis là, visiblement, les élèves et enseignants étaient heureux de renouer avec le chemin de l'école après environ 2 semaines de suspension à titre conservatoire de cet établissement scolaire. Reportage de Bernida Sitou et Aude Baris Debira. Debout comme des i autour du mât, l'instant est solennel aux premières heures de la matinée de ce mardi au lycée technique 5 février 1979. Après la levée des couleurs, place à la minute citoyenne sous la direction de la nouvelle équipe pédagogique. Que plus rien ne devrait se passer comme avant. Après 13 jours de suspension temporaire du fait des actes déplorables perpétrés dans ce lycée, les cours ont repris comme prévu. Dans cette salle de classe, cet élève de seconde technique industrielle n'a pas hésité d'inviter ses camarades de classe à renouer avec le chemin de l'école. Les rumeurs disaient même qu'on va nous chicoter comme ça, mais j'ai pas vu ça. Et on ne peut pas nous chicoter comme ça. Donc ce que je peux dire à mes amis qui sont à la maison, revenez les gars, on va continuer les cours. Chez les plus grands en terminale F3, ce sont des élèves attentifs à leurs leçons de mathématiques que nous surprenons ici. Je n'étais pas trop contente déjà. Là, on a repris, ça va. Avec le chef du département, on s'est dit que non, pendant les congés de Pâques, là, on sera obligé de faire des cours de rattrapage. Tout au long de la journée, les élèves déjà recensés ont répondu présents. Au lycée technique industriel du 5 février, par exemple, sur les 683 élèves recensés, donc théoriquement attendus, à la date d'hier, 314 déjà s'étaient présentés, soit un pourcentage de 46%. De l'autre côté, au lycée technique commercial 5 février, sur un effectif recensé estimé à 1336 élèves, 572 s'étaient déjà présentés, se sont fait enrôler, soit un pourcentage d'environ 43%. Chaque enfant enrôlé va recevoir son badge, a précisé Alain Rich Ngouemba Ollier. Nous allons leur dispatcher ces badges informatisés avec un code QR ici. Et donc chaque enfant enrôlé qui est venu donc avec son parent, qui a décliné l'identité et l'adresse de son parent, va recevoir ce badge. Jusqu'à ce jour de reprise des cours, les équipes du ministère de l'enseignement technique et professionnel continuent à recevoir les parents et enfants, élèves dans cet établissement scolaire qui comprend un lycée technique industriel, commercial et un collège technique. Vous venez de le voir, on a également signalé une affluence des parents et enfants pour les opérations de recensement des élèves. Ces enregistrements vont se poursuivre, a précisé Alain Rich Ngouemba Ollier, membre du comité de crise du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Écoutez. Ce travail d'enrôlement se poursuit. C'est sûr qu'il va encore se poursuivre pendant 2 ou 3 jours, et ce qui nous permettrait d'assainir les effectifs, de monter un fichier des parents d'élèves et de revitaliser le lien entre l'école et les familles. Parce que cet événement malheureux nous a permis de tirer un enseignement majeur qui consiste donc à revitaliser la liaison entre les familles et l'école. Parce que nous avons été amenés à constater qu'il y a des parents qui se font abuser par leurs rejetons.
L'enfant était en seconde, il a été exclu, ou il a redoublé la classe. Il ne le dit pas comme ça, il ne l'accepte pas comme ça. Et chaque matin, il arbore sa tenue. Il dit à papa, je suis en première. Mais il est nulle part. Et aujourd'hui, le procès des personnes impliquées dans l'affaire sur la profanation du drapeau national au lycée technique 5 février 1979 s'est poursuivi. Les 17 accusés étaient à la barre au parquet de Brazzaville pour la série d'instructions. Et l'un parmi eux, répondant au nom de Louembe Meshak, jeune ingénieur qui avait été emmené injustement par les hommes en uniforme, a bénéficié d'une liberté provisoire donnée par les juges. Écoutez son avocat, Maître Harris Kissuesue. De 3 prévenus, et donc ils sont en détention, notamment M. Louembette, Bonheur, et son grand frère, qui n'est autre que M. Louembette Meshak, et qui n'est pas élève, il faut le préciser, qui est un ingénieur informaticien, mais qu'on a pris par la police parce que lorsqu'il s'est agi d'interpeller son petit frère, c'est lui qui est venu ouvrir le portail et on l'a pris comme ça. Donc, et même là, il vient de bénéficier d'une liberté provisoire. En réalité, dans cette affaire, j'aurais bien voulu, nous sommes en face d'une police sérieuse et responsable. J'aurais bien voulu que la police congolaise fasse des enquêtes approfondies. Parce que, en écoutant les déclarations des uns et des autres, on se rend compte qu'il y a des personnes, des élèves qui ont été interpellés, qui en réalité n'ont rien fait. Et les vrais, n'est-ce pas, certains auteurs, les vrais, sont en cavale. Par exemple, les deux élèves qui sont montés sur le drapeau. Vous avez vu les images qui circulent, mais ces deux-là ne sont pas là. Signalant que cette audience de la 6e chambre correctionnelle a été renvoyée au mardi 27 février pour l'audition des témoins. Poursuivons ce journal. Le directeur départemental de la population, section Pointe-Noire-Kouilou, a organisé une campagne de santé pour permettre aux jeunes de se prévenir contre les infections sexuellement transmissibles. Un reportage de Jean-Pierre Février et Héritier Toa. Beaucoup des élèves qui ne comprennent pas réellement l'importance de se prévenir contre les infections sexuellement transmissibles. David Missiribassi, directeur départemental de la population Pointe-Noire-Kouilou, préoccupé par la scolarité des jeunes, a fait ce mardi 20 février 2024 une descente au lycée Pointe-Noire 2 pour sensibiliser les élèves de cet établissement d'enseignement général sur la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et éviter les grossesses précoces. Une campagne de sensibilisation en salle qui a pris l'allure d'un cours sur la santé de la reproduction dispensé aux élèves pour mieux comprendre l'importance du préservatif. Vous pressez, vous allez voir que le sperme doit rester à l'intérieur. Si vous ne pressez pas, ils vont vous faire croire que rien n'est rentré alors que tout est parti. Son déroulement avant et son enlèvement après l'acte sexuel pour éviter que les personnes mal intentionnées l'utilisent à mauvais escient. Quelques questions sensibles ont suscité un échange de vues entre ce sachant des phénomènes de la population et les élèves. Un échange ponctué par une démonstration pratique faisant réagir cet élève de la terminale D1. J'ai eu à comprendre que l'utilisation des préservatifs, c'est un moyen qui nous permet de se protéger contre des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles et pour éviter des grossesses indésirées. D'après ce que nous venons d'écouter, on peut porter comme conseil aux frères que pour faire des rapports sexuels, on doit utiliser le préservatif pour nous préserver contre certaines maladies ou infections. À la fin de la campagne de sensibilisation, le directeur départemental s'est prêté à nous. On a choisi ces élèves-là, c'est pour les informer sur les infections sexuellement transmissibles et comment il faut les éviter. Le message qu'on a livré aux élèves, c'est d'abord la scolarité d'abord, le reste après. Maintenant, si ces élèves, il y en a d'autres qui ont des comportements déviants, eh bien, ils doivent
utiliser les méthodes de contraception pour éviter qu'ils tombent devant ces infections ou qu'ils soient contaminés devant ces infections sexuellement transmissibles. Mais la meilleure des méthodes, c'est l'utilisation du préservatif. Pourquoi? Parce que c'est avec le préservatif qu'on peut éviter les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles et puis les grossesses précoces. Après le lycée Pointe-Noire 2, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans 20 établissements de la ville océane. Cette campagne est une contribution de la direction départementale de la population à la prévention de la jeunesse. Surtout que l'année 2024 a été dédiée à la jeunesse par le président de la République. Les spécialistes du médicament et de la gestion du médicament des pays de la zone CEMAC, les cadres de l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires techniques et financiers sont à pied d'œuvre pour la mise en place d'un mécanisme d'achat groupé de produits santé en zone CEMAC. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'accès à des produits de santé sûrs et de qualité. Suivez. L'inégalité d'accès aux produits de santé sûrs et efficaces pour les 1,2 milliard d'Africains demeure la préoccupation de la majorité des pays de la zone CEMAC qui peinent à fournir des services de santé à un coût abordable pour tous à leur population. Alors que l'on sait que l'un des piliers essentiels d'un système de santé efficace demeure la disponibilité des produits médicaux, il est donc impérieux de trouver des solutions idoines pour redresser la barre. La mutualisation des efforts des pays de la zone CEMAC à travers l'effectivité du mécanisme d'achat groupé mis en place par les ministres de la Santé à Douala au Cameroun en 2020, après la politique pharmaceutique commune instituée en 2013 par les chefs d'État, semble être une bonne approche de solution. Mais depuis lors, les lignes semblent ne pas bouger, puisque l'accès aux médicaments demeure approximatif, générant des résistances aux antimicrobiens, la hausse de la prévalence des maladies non transmissibles et transmissibles, pour ne citer que ça. Fort de ce fait, une synergie d'action apparaît comme une solution de grande importance. En effet, l'existence d'un mécanisme d'assistance entre les différentes centrales d'achat des pays membres, dans une logique d'intégration sous-régionale, la mise en œuvre des activités communes, entre autres, ont été identifiées comme ébauches de solutions pouvant contribuer à l'amélioration de la situation décriée. Aussi, la mise en place d'un mécanisme d'achat groupé des médicaments entre les pays membres apparaît comme une opportunité énorme qui diminuera certainement les ruptures de stock prolongées tout en améliorant leur qualité et leur prix pour le grand bonheur de nos populations. Au nom du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, Jean-Ignace Tendele, le directeur de cabinet, a promis que le document politique et technique, le calendrier pour l'opérationnalisation du mécanisme d'achat validé, ainsi que les recommandations éventuelles, fruits des travaux, seront pris en compte par le ministre qui les transmettra à ses pairs lors de la prochaine réunion en avril 2024. Initié par l'Organisation de coordination de lutte contre les épidémies en Afrique centrale, OCEAC en sigle, avec l'appui de l'OMS dans sa globalité, le siège de Genève, la région Afrique et le bureau pays représenté par Lucien Monga, cet atelier des experts du médicament de la zone CEMAC, des Comores et des partenaires techniques et financiers se refermera le jeudi prochain. Le 20 mars prochain, l'humanité va célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Prélude donc à cette journée, une campagne de sensibilisation, consultation et soins bucco-dentaires a été organisée à l'hôpital de référence de Bakongo Senses. Cette campagne gratuite concerne les enfants des écoles primaires âgés de 6 à 12 ans. C'est un reportage de Vincent de Paul Koubemba et David Gomez. La dent en pleine extraction pour certains, d'autres en pleine consultation. L'heure est à la campagne de sensibilisation, consultation et de soins bucco-dentaires initiés pour les plus petits du cycle primaire niveau CP1, CE1. Patricia Mbondi, stomatologue, peut en fait expliquer comment faut-il se brosser pour éviter la carie dentaire, la mauvaise haleine, l'absce dentaire, les dents superposées
et les tartres. Parmi ceux qui sont venus répondre à cette invitation, l'élève Betty. Je suis venue pour qu'on puisse me soigner les dents. Je dis vraiment merci pour pouvoir soigner les dents des enfants. Les professionnels de santé ayant la charge de recevoir ces enfants se sont fixés un objectif, celui de promouvoir le bien-être tout en redonnant le sourire aux enfants, a souligné le stomatologue Richard Bobianga. Nous ne soignons pas que les caries, parce qu'il y a les gencives aussi qui sont souvent irritées suite au feutrage dentaire. Après, c'est les plaques, les tartres, et ça irrite les gencives. Après, c'est les gonflements. Voilà pourquoi il faut mettre, parce que c'est une maladie de la carie dentaire, cette maladie bucco-dentaire entraîne également des affections de l'état général. Ça peut entraîner soit une endocardite, qui est la maladie d'Osler, ça peut entraîner les rhumatismes, tous ces microbes-là, ça peut aller jusqu'au rein, ça peut attaquer tout l'organisme, c'est pas trop bien. Voilà pourquoi il faut soigner ces enfants, il faut leur apprendre dès le bas âge comment se brosser les dents, comment assurer l'hygiène bucco-dentaire. La campagne bucco-dentaire au profit des élèves du cycle primaire est un début de solution à la problématique de manque de postes d'infirmerie dans les établissements scolaires pour les premiers soins aux écoliers en cas de maladie. Plusieurs enfants congolais souffrent de toutes ces pathologies, carie dentaire, mauvaise haleine, tartre entre autres. Une fois dépisté, le patient est pris en charge par les médecins présents. C'est prélude à la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qu'a été initiée cette activité. On parle aussi dans ce journal de cet atelier de renforcement des capacités opérationnelles des cadres et agents de la Direction générale des transports terrestres, débuté le 15 février 2024 et qui s'est achevé ce lundi. Cet atelier a eu pour objectif l'évaluation de la qualité des services de la DGTT, la mise en œuvre d'une politique de sécurité routière pour réduire les accidents de la route. Reportage de Armel Christian Zingamyoko et Anissé Mongala. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces 3 jours de travaux. On peut citer en passant la création d'un système de contrôle de véhicules par statistique, l'amélioration des fiches de renseignement des accidents, la formation des agents de la Direction générale des transports terrestres au transport ferroviaire, l'encouragement de la productivité des entreprises de transport terrestre. Pour des raisons d'efficacité, les panels ont tourné autour de 3 axes, parmi lesquels la qualité des infrastructures de transport terrestre allant des enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Clôturant les travaux de l'atelier, le directeur du cabinet du ministre du Transport et de l'Aviation civile n'a pas manqué d'apprécier la qualité des échanges et les résultats obtenus. Pendant 3 jours, nous avons tous eu le privilège d'écouter les cadres de la Direction générale des transports terrestres, les experts en matière de transport terrestre, parler de l'harmonisation des méthodes de travail, un sujet fort intéressant et d'actualité pour l'efficacité de notre administration chargée des transports terrestres. Nous avons tous été très sensibles par la qualité des échanges et des propositions qui ont marqué le séminaire. Je me réjouis des résultats auxquels nous sommes parvenus, qui sont regroupés dans un document intitulé « Recommandations », notamment l'énoncé clair de la vision de la Direction générale du transport terrestre, être une administration performante, pilier du développement économique, capable d'offrir des services de qualité à la population congolaise. Cette formation visait à renforcer les compétences opérationnelles dans le domaine de la sécurité routière des cadres et agents de la Direction générale des transports terrestres ainsi que ceux des directions départementales. Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngati, a ouvert ce mardi à Kintélé un atelier de relecture, de mise à jour et de validation du cahier de charges pour la dématérialisation et la digitalisation des processus de passation de marché.
Parmi les objectifs poursuivis figure celui de faire le suivi des opérations de passation des marchés publics et lutter contre la fraude, les antivaleurs et la corruption. Théodore Balosan fait le point. Dans son allocution, la représentante du PNUD au Congo a mis en relief le rôle des marchés publics dans la réalisation des objectifs du développement durable ainsi que leur impact sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Ouvrant les travaux de cet atelier de près d'une semaine, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatse, a dégagé l'objectif de cet atelier qui est principalement celui de relancer le processus de mise en place du système intégré des marchés publics, stoppé, dit-il, en 2019 en vue de faciliter la passation et le contrôle des marchés publics. Le système intégré de gestion des marchés publics est une plateforme numérique qui permettra, entre autres, en temps réel, le suivi des opérations de passation des marchés publics par tous les acteurs du système. Il s'inscrit dans le cadre des instructions de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de procéder à des réformes qui donnent de l'efficacité à l'administration publique et de la redevabilité à l'investissement public en assurant l'efficience et la transparence dans la gestion des marchés publics en République du Congo. L'informatisation, la dématérialisation et la digitalisation des procédures administratives sont non seulement un outil puissant d'amélioration de la qualité du service public, en rapprochant l'administration des citoyens, mais surtout de lutte contre la fraude, les antivaleurs et la corruption. Signalant que ce projet qui sera réalisé grâce à l'appui des partenaires du Congo, à savoir le PNUD et la Banque mondiale, avait été amorcé en 2017, a rappelé Ludovic Ngatse dans le cadre du projet PRISP. Une photo de famille a été prise pour la postérité à la fin de cette cérémonie d'ouverture de cet atelier qui refermera ses portes, sauf impondérable, le 24 février prochain. On termine avec la descente parlementaire. Les retombées du budget de l'État exercice 2024 étaient au centre d'une descente parlementaire effectuée ce mardi 20 février 2024 à Pointe-Noire. Le collectif a été conduit par le vénérable Athanase Makaya Makoudi. C'est un reportage de Démontez Mavungu et Kevin Lebouzo. Au nom du collectif, pour vous présenter les vœux les meilleurs pour cette année 2024 et aussi de vous remercier pour la confiance que vous avez donnée à ces camarades du Kouilou pour vous représenter à la haute chambre du Parlement. Le collectif des sénateurs du Kouilou, conduit par son président Athanase Makaya Makundi, a été en face des grands électeurs de ce département mardi 20 février 2024. Objet de cette descente, rendre compte à la base des travaux de la haute chambre parlementaire. Il s'est agi du compte rendu de la session inaugurale de 2023, première session de cette législature, de la session ordinaire budgétaire et de la session extraordinaire. Pour ce faire, c'est la vénérable Véronique Louembe-Nitou, rapporteuse de ce collectif, qui s'est chargée de cet exercice de communication devant ces grands électeurs restés très attentionnés. Juste après, la phase questions-réponses très riche en contenu a suscité la participation des uns et des autres. Au nombre des préoccupations, les retombées du budget de l'État exercice 2024 dans le département du Kouilou. Le siège de la sous-préfecture de Madingokai, comme que de municipalisation, les voiries urbaines de Luangu pour 300 millions, le pont entre les villages Mbena, Madingokai et Kamba, Madingokai, et d'autres ponts dans d'autres départements pour 1 milliard, la réhabilitation du pont métallique de Sunda pour 300 millions, la construction des logements administratifs à Madingokai pour 1,9 milliard, l'électrification de Nzambi Post 450 millions, électrification de Kakamweka Post 450 millions, électrification de Mvuti Post 450 millions et suite de l'électrification de Luango 150 millions. La réalisation d'une zone
agricole protégée à Madingokai pour 250 millions, l'appui à la pêche maritime pour 126 millions, l'acquisition du domaine foncier administratif de Luango pour 500 millions, l'indemnisation des expropriés de la bande littorale de Matombi pour à peu près 250 millions, l'aménagement et l'équipement du musée Maluango et du palais royal de Luango, 500 millions, l'aménagement du site touristique de la baie de Luango pour 150 millions, la construction de l'université de Luango pour 1 milliard, l'acquisition d'un bateau pour la navigation sur le fleuve Kwilu pour 300 millions. Au chapitre des contributions, le président du conseil départemental du Kwilu a émis le vœu de l'implication des sénateurs dans le social. Enfin, les 6 sénateurs que compte le département du Kwilu sont répartis dans les 6 sous-préfectures à raison d'un sénateur par district. Voilà, ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous disons un grand merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur DRTV.